Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité ce vendredi. Le Conseil constitutionnel accueille son nouveau membre, le professeur Joseph Oona, a prêté serment ce vendredi devant le Parlement réuni en congrès à Yaoundé. Le film de la cérémonie et le portrait de cet enseignant de droit constitutionnel en tête du 20h30. 12 500 logements meublés de classe incontestable pour les étudiants de l'université de Yaoundé 2. Le mémorandum d'entente du projet a été signé ce vendredi entre cette institution universitaire et la société Elite Trans Group. Nous en parlerons sur ce plateau avec le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkwaché, l'invité du 20h30. Claude Ndam est mort. L'auteur du tube à succès Ngoya a succombé ce vendredi à un 3e arrêt cardiaque. Évocation dans ce journal. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Merci de nous rejoindre sur l'ACR TV. Le Conseil constitutionnel désormais au complet avec l'entrée en fonction du professeur Joseph Oona, le tout nouveau membre de cette instance nommé en avril dernier par décret présidentiel, a prêté serment ce vendredi devant le Parlement réuni en congrès. C'était sous la présidence de Cavaye Guédibril, président du dit congrès. Le film de la cérémonie dans ce reportage de Mathieu Kemgou. Il y avait du beau monde sur les hauteurs du mont Kolniada. Autorités diverses, membres du gouvernement, membres du Conseil constitutionnel, grand corps de l'État, se sont joints aux députés et sénateurs réunis en congrès dans la salle inaugurale du Palais des Congrès. 11 heures, le bureau est annoncé. Avec à ses côtés le président du Sénat et le secrétaire général du Congrès, le président de cette instance, Cavaye Guédibril, après avoir constaté que le quorum est atteint, rappelle le sujet du jour et donne la parole au secrétaire général qui lit en anglais et en français l'acte présidentiel nommant M. Joseph Oona comme membre du Conseil constitutionnel. Puis, l'élu du jour peut faire son entrée en salle. D'un pas assuré, le constitutionnaliste et spécialiste de sciences politiques prend place pour écouter les indications pratiques du président du Congrès. Vient alors le moment le plus intense de cette cérémonie. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Dès ce moment, le professeur Joseph Oona intègre le cercle très sélect des 11 sages du Conseil constitutionnel sous le regard admiratif de la salle. Le président du Congrès demande au secrétaire général de dresser le procès verbal du serment qui vient ainsi d'être prononcé. Le temps de matérialiser cette importante page de l'histoire du Parlement et du Conseil constitutionnel, les familles et proches du nouveau conseiller exultent. Je suis heureux en tant qu'océanais parce que je représente aujourd'hui l'océan et c'est la première élite de l'océan. Je ne peux qu'être heureux d'assister à ce congrès et d'être parlementaire. Ceux qui ont reçu le serment formulent leurs attentes. Nous nourrissons l'espoir que son avènement au sein de cette institution participe de sa crédibilisation. Nous espérons que par son épaisseur, son étoffe, son expérience, son parcours et tout ce qu'on peut savoir de lui, son entrée là-bas participera de la dissipation de toute cette pesanteur que malheureusement nous observons encore. Le Congrès représente le peuple camerounais et c'est toujours cette impression de solennité de représenter le peuple camerounais et on sent la responsabilité qui nous incombe, les parlementaires au Parlement. Le professeur Joseph Oona entame ainsi un nouveau challenge au sein du Conseil constitutionnel. Ses faits et gestes seront regardés à la loupe.
Et nous commençons ce soir. Et c'est un monument du droit constitutionnel qui a prêté serment ce vendredi devant le Parlement réuni en congrès. Joseph Owona est professeur émérite de droit constitutionnel. Plusieurs fois membre du gouvernement, il entame ainsi une nouvelle carrière dans l'une des plus prestigieuses institutions du Cameroun. Son portrait brossé par Nicole Doudou. C'est un poids lourd du droit constitutionnel, international et administratif. Le professeur Joseph Owona, né le 23 janvier 1945 à Akom, arrondissement de Mvengue, département de l'Océan, région du Sud, a un curriculum vitae à la taille de la lourde mission qui l'attend à la haute juridiction. Le chapelet de son profil déborde. Agrégé de droit public et des sciences politiques, le professeur émérite de l'Université de Yaoundé 2 SOA est aussi identifié comme chancelier honoraire. Le nouveau membre du Conseil constitutionnel a occupé de très hautes fonctions dans l'administration camerounaise, entre autres, ministre secrétaire général de la présidence de la République, ministre de la Santé publique, ministre délégué à la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État, ministre de la Jeunesse et des Sports. L'expert en droit constitutionnel a également servi en qualité de président du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures SNH et de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Auteur d'une vingtaine de publications et d'ouvrages, sa plume prolifique enrichit au-delà de nos frontières le monde de la recherche. Le professeur Joseph Owona est aussi président du comité technique constitutionnel pour l'élaboration de la loi fondamentale du Cameroun de 1996. C'est un sage qui a mérité une fois de plus la confiance du président de la République. Modernisation du cadre résidentiel des étudiants et du personnel enseignant de l'Université de Yaoundé 2, un hôtel 3 étoiles, 2 restaurants et une résidence haut standing sortiront bientôt de terre au campus de Soie. C'est le fruit d'un mémorandum d'entente signé jeudi entre le recteur de cette institution et le PDG de Elite 30 Group. C'était en présence du ministre d'État de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Les précisions de Étienne Pascal Azégué. Vu sur la maquette, le complexe aux allures futuristes semble un rêve surréaliste. Ces signatures du recteur et du président directeur général d'Elite 30 Group vont bientôt faire de ce rêve une réalité à l'université de Yaoundé 2. Sans garantie souveraine de l'État, l'université de Yaoundé 2 a réussi le tour de force de pouvoir construire dans un délai de 5 ans des bâtiments ultramodernes ici. Des logements au standing destinés aux étudiants et personnels enseignants. Le projet nourrit de réels espoirs auprès des bénéficiaires. Il faut que les logements soient accessibles à tous les étudiants. Moi, je parle en termes de prix. C'est-à-dire que peut-être 6 000, 7 000, 5 000, bon, pour qu'un étudiant à faible revenu puisse y habiter. C'est sur cet espace vert situé à l'arrière de la bibliothèque du campus de Soie que seront érigées une résidence universitaire de 12 500 chambres, un hôtel 3 étoiles aux normes internationales et 2 restaurants. La première pierre, d'ici un an, je pense, nous serons déjà en train de faire des fondations. Donc c'est un projet sur 15 hectares. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, salue cette initiative du top management de l'Université de Yaoundé 2. Et il s'agit d'un exemple de partenariat public-privé qui s'engage à faire de l'institution universitaire une technopole des sciences sociales. Avec nous pour en parler sur ce plateau, le recteur de l'Université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Mingwaché. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau, monsieur le recteur. Bonsoir, Madame Yabit, merci. L'avenir s'annonce radieux à l'Université de Yaoundé 2 avec cette convention universitaire, convention d'une cité universitaire de 12 500 chambres meublées, restaurants et autres. C'est un projet que l'on pourrait qualifier de futuriste. C'est effectivement un projet futuriste, mais Madame Yabit, vous me permettrez de saisir cette occasion pour adresser mes félicitations à Monsieur le professeur Joseph Owona, qui est un éminent enseignant de l'Université de Yaoundé 2. Notre université est fière de sa promotion au Conseil constitutionnel. Revenons donc à votre question. Je dirais que c'est un projet qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de notre université. En ce moment, notre université n'a pas de résidence pour les étudiants. C'est une faiblesse, c'est un handicap, mais nous avons un domaine foncier important. Il nous restait à trouver le financement
pour construire cette résidence qui, dans un premier temps, va comporter 12 500 chambres, en réalité 20 000 lits, 13 000 lits en chambre double et 7 000 lits en chambre individuelle. Et naturellement, il y aura 2 restaurants qui vont accompagner. Et nous avons également prévu la construction d'un hôtel 3 étoiles, un guest house, parce que l'université elle-même reçoit beaucoup d'invités qui pourront y résider. Mais en plus, nous ne sommes pas très loin du stade d'Olembe. Et nous pensons que dans le cadre de la mise en œuvre des activités génératrices de revenus, c'est un bon plan pour nous de prévoir également la construction de cet hôtel 3 étoiles de classe internationale. Alors, à quand la livraison de ce vaste chantier? Les travaux vont se dérouler en 3 phases. La première phase consiste effectivement à la construction de la résidence universitaire, des 2 restaurants et puis de l'hôtel. Ensuite, il y a les infrastructures administratives et les infrastructures académiques en 3e phase. L'ensemble des travaux devrait être parachevé au bout d'un délai de 5 ans à partir de la pose de la première pierre. Monsieur le recteur, ce projet est en gestation au moment où la construction de la bibliothèque, on a aperçu les images d'un chantier inachevé tout à l'heure, cette construction qui piétine. Le chantier a déjà vu le passage de 3 recteurs. Qu'est-ce qui justifie cette lenteur? Pour le moment, nous pensons que les choses vont très vite rentrer dans l'ordre. En réalité, le projet a été totalement reformulé à mon arrivée à la tête de l'Université de Yaoundé 2 et nous avons obtenu des financements complémentaires du ministère de l'Économie et du Plan. Alors nous avons eu quelques petits problèmes en réalité de procédure tout simplement pour passer du marché initial au marché complémentaire. Ces problèmes sont désormais aplanis et les travaux vont reprendre d'ici 2 ou 3 semaines. Et pour s'achever? Pour s'achever en principe à la fin de cette année 2020. Parlons maintenant du sempiternel problème foncier avec les riverains de Soie. Où en êtes-vous? Est-ce que la délimitation du périmètre universitaire a déjà été faite? L'université de Yaoundé 2 dispose de 2 titres fonciers pour un total de 312 hectares. Donc la sécurisation juridique, elle a été faite. Nous sommes en train de procéder à la sécurisation physique parce qu'en ce moment, il y a en construction tout autour de ce domaine foncier une clôture de 12 km. Il y a naturellement eu quelques petits problèmes, quelques petits empiétements de la part de certains riverains, mais ce sont des problèmes qui vont être résolus d'accord partie. 2 semaines déjà que votre institution a rouvert ses portes. Le respect des mesures barrières est-il de rigueur là-bas? Quelle est la touche particulière que vous avez apportée justement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19? À l'Université de Yaoundé 2, tout le staff administratif, les responsables des établissements se sont donnés pour objectif de faire en sorte qu'il n'y ait aucune contamination pendant cette période de reprise des enseignements et jusqu'à fin août, lorsque nous allons libérer les étudiants. Alors pour ce faire, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour la mise en œuvre effective et efficace des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement et l'OMS. Nous avons sollicité le concours d'ailleurs d'un partenaire au développement, le PNUD, qui nous a offert 40 000 masques homologués et 40 000 litres de gel hydroalcoolique. Des images que nous avons aperçues sur les ce qui veut dire que chaque étudiant de l'Université de Yaoundé 2 va obtenir au moins un masque et 1 litre de gel hydroalcoolique. Vous pouvez ajouter à cela la dotation du président de la République qui nous est parvenue, c'est-à-dire 7 000 masques en plus, ce qui nous donne la possibilité d'offrir un second masque aux plus jeunes, ceux qui sont en première année notamment. Par ailleurs, nous avons mis en place des dispositifs de lavage des mains avec toute la sécurité et le processus de contrôle des températures est effectif à l'Université de Yaoundé 2 à partir du portail et à l'entrée de tous les bâtiments, y compris les salles de classe, salle de cours ou salle de TD. Professeur, si vous permettez, comment vont se dérouler les examens en amphithéâtre? Les examens vont se dérouler par groupe? Ils vont se dérouler effectivement par groupe. Oui. Il faut dire que nous avons repris les cours en constituant 3 groupes, 3 vagues. Pour le moment, ce sont les niveaux 3 de licence, les Master 1 et les Master 2 et les premières années de doctorat qui ont repris les enseignements. Ceci pour pouvoir respecter la distanciation physique. Ensuite, nous allons enchaîner avec les 2e années. Et enfin,
on va terminer avec les premières années et les examens se dérouleront exactement dans les mêmes conditions de distanciation physique, de respect de distanciation physique et de manière générale de toutes les mesures barrières préconisées. Professeur Adolphe Mikwaché, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau du 20h30 de la CATV. Nous souhaitons bon vent, bonne chance pour ce vaste projet que vous conduisez au sein de votre université, l'université de Yaoundé 2. C'est moi qui vous remercie. À l'université de Yaoundé 1, les responsables nouvellement nommés par décret présidentiel ont pris officiellement fonction ce vendredi. Le recteur de cette institution, le professeur Maurice Aurélien Sosso, qui présidait la cérémonie à Yaoundé, a demandé aux promus de mériter la confiance placée en eux. Le recompte rendu de Marlise Enouambargaoun. L'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, depuis le mois de mai dernier, a de nouvelles missions, celle de former des ingénieurs dans divers domaines qui serviront de catalyseur au développement du Cameroun. Et c'est pour cette raison que le recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Maurice Aurélien Sosso, a exhorté le directeur de tout mettre en œuvre pour faire de cette institution un pôle d'ingénierie plus ancré dans la recherche et la productivité. Mission possible pour ce maître de conférence en mathématiques appliquées et titulaire d'un doctorat obtenu à Montréal au Canada. Ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Nous allons travailler pour impacter très substantiellement la formation des ingénieurs pour un meilleur besoin des entreprises. Assurer parfaitement la recherche appliquée en sciences de l'ingénieur. Par la suite, ce même jour, l'on a également procédé à l'installation des responsables nouvellement nommés par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. J'essaierai de mettre tout le paquet pour que tout soit fluidifié à l'université mère et qu'elle continue à rayonner au Cameroun et à travers le monde entier. Mettre tout en œuvre, c'est ce qu'on attend de ces hommes et femmes pour mener à bien le programme de modernisation de l'université de Yaoundé 1, la mère des universités au Cameroun. À l'université de Tchang, cette fois dans la région de l'Ouest, les cours ont repris après la pause imposée par la pandémie du Covid-19. Là-bas, les mesures barrières et la distanciation sociale sont respectées. On va le voir, l'institution s'est organisée pour développer des rotations d'étudiants dans les amphis. Voyons cela dans ce reportage de Francky-Stéphane Kana de CRTV Ouest. Après plusieurs mois d'hibernation imposée par la pandémie de coronavirus, la vie a repris à l'université de Tchang et la reprise des cours avec cela dans le strict respect des mesures barrières et de distanciation sociale. Nous avons effectivement commencé sur instruction gouvernementale les cours le 1er juin et nous avons pris soin de d'obliger nos étudiantes et étudiants à avoir des masques, à avoir même, quand c'était possible, des petites boîtes de gel. Et surtout dans les amphithéâtres, nous avons procédé à une claire distanciation. Pour limiter les risques, des nouvelles mesures ont été adoptées. Au réfectoire du campus, un minimum d'1 mètre entre les étudiants en file indienne. Et désormais, les plats servis aux étudiants sont à emporter. Dans les amphithéâtres, les effectifs ont également été réduits. Et nous avons demandé à nos collègues, là où c'était possible, de continuer les petits effectifs par la voie numérique. Pour les grands effectifs, nous avons procédé d'une part par rotation, donc il y a des départements qui font cours quand d'autres départements ne font pas cours, et nous avons aussi procédé d'autre part par segmentation des grands effectifs. C'est-à-dire que lorsqu'on a un effectif de 200 étudiants par exemple, on le divise par multiple de 4, ça nous fait 4 groupes de 50. Dans la cité universitaire de Tchang, la menace que représente le Covid-19 ne saurait être un obstacle dans la quête du savoir. La fin de l'année académique en cours est prévue le 29 août prochain. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Croisade gouvernementale contre la propagation du coronavirus. Le chef de l'État offre des appareils d'assistance respiratoire, une ambulance médicalisée, des masques chirurgicaux, des kits de prise en charge des malades et plusieurs autres équipements. Ce don spécial était remis au ministre de la Santé publique ce vendredi par le ministre de l'Administration territoriale. La cérémonie a eu pour cadre le Centre national des opérations des urgences de santé publique. Philippe Roger-Sama. Jour après jour, la stratégie de riposte contre la pandémie de coronavirus mise sur pied par le gouvernement prend de l'amplitude et c'est en toute assurance que le ministre de l'Administration territoriale a remis au ministre de la Santé publique ce don spécial du chef de l'État. Il est composé de 100 000 masques chirurgicaux, des dizaines d'appareils d'assistance respiratoire, 700 combinaisons de protection et d'une variété d'équipements sanitaires nécessaires à la prise en charge des malades du Covid-19. Et comme cerise sur le gâteau, à cet acte de solidarité présidentielle, une ambulance médicalisée. Après avoir remis il n'y a pas longtemps les tests de dépistage rapide, le chef de l'État a voulu, à travers ce geste, booster le moral du personnel de la santé. Vous savez que le ministre de la Santé est dans la logique de décentraliser la riposte. Une logique qui est très efficace pour rapidement combattre ou tordre le cou à cette pandémie qui fait perdre le sommeil même aux grandes puissances. Dans un contexte de vulgarisation des tests, l'État a réitéré pour la Tanganji entend marquer des points sur le terrain de la prise en charge selon le triptyque opérationnel des 3T, entendez, traquer, tester et traiter. Et nous restons au centre des opérations des urgences de santé publique. Les derniers développements de la lutte contre le coronavirus au Cameroun et les derniers chiffres sur l'évolution de la pandémie, c'est avec notre reporter Franck Evina qui est sur place là-bas. Bonsoir Franck, quelles nouvelles ce soir? Bonsoir Karine Olive Yabit. Les informations fraîches sur la lutte contre la pandémie révèlent ces dernières 24 heures 183 nouvelles contaminations confirmées, 2 décès et 83 nouvelles guérisons recensées à travers le Cameroun. À propos des nouvelles contaminations, Karine Olive Yabit, vous l'avez certainement constaté et d'ailleurs aussi comme nos téléspectateurs, ces contaminations effectuent de grandes enjambées tous les jours, raison invoquée lors du point de presse quotidien sur la maladie qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes, c'est l'accroissement du testing, des capacités de testing, notamment à travers les tests, les diagnostics rapides. Et c'est justement des tests et plus précisément de la partie laboratoire dont nous allons parler avec notre invité du soir, le professeur Richard Djom. Bonsoir. Bonsoir, François. Vous êtes le chef du service de virologie au Centre Pasteur de Yaoundé. Effectivement. Professeur, lors d'une récente sortie, le ministre Manaouda Balachi de la Santé publique indiquait que les plateaux techniques des laboratoires au Cameroun sont en train d'être relevés. Dites-nous, qu'est-ce que vont apporter les nouveaux équipements qui sont en train d'être acquis dans les laboratoires? Merci M. Franck. En fait, les nouveaux équipements vont permettre d'augmenter la capacité des laboratoires dans ce qui concerne le nombre d'échantillons analysés. En fait, vous allez voir que si je prends juste la ville de Yaoundé, nous avons jusqu'à 5 laboratoires qui ont la capacité de poser ces diagnostics. Et il y a 2 équipements clés qui sont importants pour poser ces diagnostics. C'est le poste de sécurité microbiologique de niveau 2 qu'il faut juste pour permettre aux techniciens de travailler dans des conditions de biosécurité et l'appareil d'amplification du virus qui permet de le visualiser à la fin. Donc les laboratoires, ces équipements vont permettre d'augmenter les capacités et quand on augmente les capacités, ça permet d'avoir un nombre consistant d'échantillons qu'on peut analyser. Par exemple, pour la ville de Yaoundé, nous ne pouvons qu'analyser à l'heure actuelle que 1000 échantillons par jour. Et si on augmente les capacités de laboratoire en apportant de nouveaux équipements, nous pourrons augmenter aussi le nombre d'échantillons analysés. Là, vous parlez uniquement des laboratoires de Yaoundé, mais quelle est la cartographie réelle
laboratoires qui opèrent dans la riposte contre le coronavirus au Cameroun? En fait, au jour d'aujourd'hui, nous avons commencé, je crois, en mars, avec juste le Centre Pasteur qui possède cette analyse et avec une checklist que nous avons utilisée pour identifier des laboratoires au Cameroun qui pouvaient poser ce diagnostic. Au jour d'aujourd'hui, nous couvrons déjà 8 régions. C'est-à-dire nous avons 12 laboratoires repartis dans 8 des 10 régions. Il y a 2 régions qui n'ont pas encore de laboratoire, mais qui, je crois, avant la fin de ce mois, pourront être capacités avec tous ces nouveaux équipements qui arrivent. Donc nous couvrons vraiment l'étendue du territoire avec au moins 8 régions. Et dans chaque région, il y a au moins un laboratoire de biologie moléculaire. Et ces régions qui n'ont pas encore de laboratoire dépendent encore de Yaoundé? Il y a la région du sud qui dépend de Yaoundé et la région de l'ouest qui, pour le moment, envoie à Bamenda dans le nord-ouest. Mais il y a déjà un laboratoire identifié au niveau de la ville de Tcham qui, dans quelques jours ou bien dans quelques semaines, pourra aussi être capacité à pouvoir couvrir la région de l'ouest. Professeur, on sort par cette question avec l'augmentation du nombre de personnes à tester à la minute. Est-ce que les risques, la probabilité de faux résultats, de confusion de résultats, faux négatifs, faux positifs, n'augmente pas? Bon, il n'y a vraiment aucun risque, en fait, parce qu'au niveau du laboratoire, nous travaillons avec des codes. Il y a ce que nous appelons les identifiants uniques. Donc la fiche qui accompagne le prélèvement arrive au laboratoire et il est enregistré avec un même code, et le même code est collé sur le tube et collé sur la fiche d'accompagnement de prélèvement. Donc le risque de confondre des patients est très minime. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais c'est très minime. Merci à vous, professeur Richard Djoum. Je rappelle que vous êtes le chef du service de virologie au Centre Pasteur de Yaoundé et qu'il faut le dire, le premier laboratoire à commencer à tester du Covid-19 au Cameroun. Karine Olive Yabit, nous vous retournons l'antenne là-bas en baladeur en vous rappelant les chiffres du soir. 183 nouvelles contaminations confirmées, 2 décès et 83 nouvelles guérisons recensées à travers le Cameroun ces dernières 24 heures. À vous, baladeur. Merci beaucoup, Franck. Merci également à votre invité, le professeur Richard Djoum, chef service virologie au Centre Pasteur de Yaoundé. Et dans cette lutte contre le coronavirus, le gouvernement de la République populaire de Chine est aux côtés du Cameroun. Un important don de matériel de protection a été remis à l'ambassadeur de Chine au ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Joseph Betty-Assommo a saisi l'occasion pour saluer l'excellente coopération qui lie les deux pays dans les secteurs de la défense et de la sécurité notamment. Pierre Evembe. Beijing et Yaoundé n'ont pas la même heure, mais ils sont en phase dans ce qui constitue le ciment d'une coopération riche, fructueuse et vieille de plusieurs décennies. Dans le contexte actuel marqué par une crise sanitaire à l'échelle mondiale, le ministère chinois de la Défense nationale, qui a réussi à tenir en respect le coronavirus, porte naturellement son soutien aux efforts menés par les forces de défense camerounaises à travers ce matériel sophistiqué dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Ce don est une portée significative pour exprimer notre soutien à l'armée camerounaise dans sa lutte contre la Covid-19. Nous avons besoin de la coopération, de la solidarité pour faire face à cette pandémie. Les vrais amis sont comme des frères, plus qu'un slogan chinois, une réalité impulsée par les deux chefs d'État, chef des forces armées Paul Biya et président de la Commission militaire centrale chinoise, Xi Jinping. La République populaire de Chine et le Cameroun entretiennent des liens d'amitié et de coopération très anciens et solides depuis notre accession à la souveraineté internationale. Cet important don arrive à point nommé et va significativement aider au renforcement de nos capacités de lutte contre la pandémie. Une dotation qui va renforcer les capacités des soldats camerounais, toujours prêts à aller là où le civil ne peut pas dans les moments de forte menace. Plus de 35 villages de l'arrondissement de Monatélé dans la Léquié ont reçu mercredi des kits d'hygiène, des dons des élites qui étaient distribués au cours d'une cérémonie à l'esplanade de la mairie de Monatélé. Michel Renaud-Wanja. Les populations de Monatélé à l'abri du Covid-19 restent un défi permanent.
Grâce à la contribution des élites de la Lequier, les villages que compte l'arrondissement de Monatelé viennent de bénéficier à leur tour d'un important stock de kits d'hygiène. Pour la cérémonie de redistribution, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, des soies robinets, des denrées alimentaires ont été remis au profit des villages, services administratifs et autres communautés. Nous avons reçu les dons d'un groupe d'élite de la Lequier qui nous disons un sincère remerciement et nous avons voulu aujourd'hui partager ces dons. Un don vivement salué par la municipalité. Nous disons à ceux qui ont reçu ce don de se rassurer que les personnes les plus âgées et les handicapés reçoivent un masque parce qu'il y en a assez pour chacun. Ces moments ont également donné l'occasion à l'autorité administrative d'édifier les bénéficiaires sur le respect des mesures barrières. Remise de matériel de sensibilisation et de respect des gestes barrières. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République rentre dans la danse. Et Elung Polche a fait un don ce vendredi aux populations de Bangem dans le Coupé Maningumba, région du sud-ouest. Voici le reportage de Séverin Aligambili. La nature et les hommes ont conjuré le sort de la cérémonie d'un type particulier de ce vendredi à la place des fêtes de Bangem. La remise du don en nature du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République aux 3 arrondissements du Coupé Maningumba. Des masques de protection, des thermoflages et du matériel de désinfection à usage communautaire. La pandémie ici est dehors et ça fait rage, malgré qu'on n'a pas encore eu de cas ici. Mais nous sommes très contents. On va rester partager toutes ces choses-là. Chaque village va rentrer avec quelque chose. Je crois que c'est une bonne opportunité maintenant de rentrer avec le matériel. Donc ça va beaucoup nous aider. La pandémie à coronavirus ne discrimine pas. Elle n'épargne personne en ville comme en campagne. Le seul moyen de se mettre hors de portée, c'est la protection en toute responsabilité en suivant les mesures édictées par le gouvernement. Le message du ministre Elung Polche, ainsi délivré par son porte-parole, était doublé de cette invitation des parents à préparer les enfants à la reprise des classes en octobre prochain. On ne peut pas construire sans les jeunes. Lui-même, il dit que c'est ici qu'il a fait l'école. Il pleure quand il ne voit pas les enfants pas à l'école. Il a pris l'engagement solennel ici devant ses parents, devant ses frères et sœurs, qui viendra certainement au courant du mois d'octobre prochain appuyer la rentrée scolaire. Le don remis au chef-lieu du département du Maningumba devra parvenir aux principaux bénéficiaires dans les arrondissements de Bangem, Ngouti et Tombel. La fondation du Lions Club International offre des équipements de protection individuelle au personnel médical de l'hôpital Jamo. Le don était remis ce vendredi au directeur de la structure sanitaire, le professeur Joseph Mendimi Kodo. Le reportage de Étienne Pascal Azegui. Le personnel soignant de l'hôpital Jamo reçoit un appui important dans son dispositif de protection contre le Covid-19. La fondation du Lions Club International et la branche du Cameroun se soucient de la santé de ceux-là qui sont au contact des patients au quotidien. Partout où il y a un besoin, il y a un lion. Et l'hôpital Jamo est un hôpital qui nous est cher, compte tenu de l'activité qu'il mène, qui est parfois discrète et pas bien connue, et qui rend d'énormes services à la population et qui compte les gens les plus défavorisés. Le centre de traitement des personnes atteintes du Covid-19 de l'hôpital Jamo accueille actuellement 24 patients. Ce don qui nous est offert aujourd'hui est un don qui nous permettra effectivement d'être en contact avec nos patients et de les prendre en charge sans avoir peur de quoi que ce soit. Ce don vient ainsi booster le moral de ces hommes et femmes à la blouse blanche dans leur noble mission de sauver des vies. La mairie de Bamenda, dans le nord-ouest, renforce les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Elle a organisé hier jeudi une opération de nettoyage et désinfection des rues du quartier Font Street. Des masques de protection ont été distribués aux populations à cette occasion. Le reportage de Valentin Kouadou à Bamenda.
La situation épidémiologique du Covid-19 dans le nord-ouest fait état de 179 cas confirmés de coronavirus et 31 décès. C'est sans doute ce qui met en branle l'autorité municipale qui est descendue au quartier Font Street de Bamenda où la vente des pièces automobiles crée une insalubrité notoire. Vivant dans un contexte sanitaire de plus en plus préoccupant, il est urgent d'assainir l'environnement. Pour cela, les volontaires ont procédé au nettoyage, l'équipe des sapeurs-pompiers à la désinfection des rues et 1 millier de masques d'hygiène distribués. On a parlé aux gens qu'il faut que Bamenda soit propre. Avant, les rues étaient trop sales. Mais aujourd'hui, avec l'assistance que j'ai eue avec les deux présidents, quand même tout le monde est sorti. Paul Achobon est ainsi plus engagé à barrer la voie au coronavirus dans la ville de Bamenda. Tout à fait autre chose à présent, on parle de l'électrification rurale au Cameroun à travers ce coup de pouce de la Banque mondiale. 87,8 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord du prêt concessionnel signé ce vendredi entre cette institution et le ministère de l'Économie. Ces fonds devraient permettre d'accroître de 7,47% l'accès à l'électricité dans les villages concernés. Alvin Gizerzé pour les détails. De la disponibilité de l'énergie électrique dépendent des services essentiels, dont certains sont vitaux. La santé, l'éducation, ainsi que les activités génératrices de revenus en sont tributaires. Seulement en la matière, au Cameroun, l'offre est inférieure à la demande. Face à cette préoccupation, le Cameroun a trouvé en la Banque mondiale un allié de poids. Nous avons procédé à la signature avec Monsieur le ministre de l'Économie d'un important projet pour le Cameroun d'un montant de 150 millions de dollars et qui va contribuer à améliorer la vie des populations camerounaises, notamment celles des régions du Nord et faire en sorte qu'elles aient accès à l'électrification rurale. Le projet d'électrification rurale et d'accès à l'énergie dans les zones sous-desservies permettra de procéder à des extensions et au renforcement du réseau existant, soit 417 nouvelles localités. Dans les zones où l'extension du réseau traditionnel classique n'est pas possible, il est envisagé la construction des unités de production sur la base de l'énergie solaire d'une capacité de 3 MW chacune. Et certainement aussi, l'État du Cameroun bénéficiera de l'hybridation de certaines infrastructures qui aujourd'hui utilisent du fuel qui coûte cher à l'État. À travers cette hybridation, nous pouvons donc réduire les coûts et alléger la charge sur, bien entendu, le trésor public. L'impact économique et social de ce projet est avéré. La signature de cet accord de prêt concessionnel à hauteur de 87,8 milliards de francs CFA d'une durée de 5 ans va couvrir 6 régions, l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, l'est, le nord-ouest et le sud-ouest. Halte au travail des enfants au Cameroun. Ils sont près d'1 700 000 âgés de 5 à 17 ans à être exposés dans notre pays. Les ministères du Travail et des Affaires sociales entendent éradiquer le phénomène d'ici 2021. En cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, force est de constater que dans cette croisade, le Cameroun enregistre des avancées. Joël Igor Abanda. Selon l'Institut national de la statistique, dans son enquête nationale menée en 2007 sur le travail des enfants au Cameroun, en moyenne, 27,9% d'enfants camerounais âgés de 5 à 17 ans étaient astreints aux travaux à abolir, soit plus d'1 600 000 enfants concernés. Depuis lors, de nombreux efforts sont enregistrés par le gouvernement camerounais qui a engagé plusieurs actions pour remédier à cette situation. Un plan d'action national pour éliminer les pires formes de travail des enfants a été adopté. Les mesures sont aussi bien légales qu'institutionnelles. Sur le plan légal, nous avons ratifié les 2 principales conventions internationales de l'OIT relatives à la lutte contre le travail des enfants. Sur le plan national, après avoir ratifié les conventions, nous les avons intégrées dans le corpus juridique national. Et avec la pandémie Covid-19, de nombreux parents forcés d'abandonner leurs emplois
pourrait pousser davantage les mineurs à effectuer des petits métiers générateurs de revenus. Les enfants qui étaient dans la rue au centre-ville de Yaoundé ne sont plus là parce que le ministère des Affaires sociales les a pris et les a mis dans des structures et on encadre ces enfants, on les donne à manger, on les apprend des métiers. L'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, commémorée ce vendredi 12 juin, est donc une occasion pour le gouvernement camerounais de mobiliser la communauté nationale et internationale autour des méfaits de ce fléau et de mutualiser les efforts pour assurer la protection de tous les enfants, tout en faisant mieux connaître les instruments juridiques nationaux et internationaux sur le travail des enfants. Le gouvernement camerounais, à travers toutes ces actions menées jusqu'ici, compte mettre fin au travail des enfants d'ici 2021. Semaine internationale des archives, cette fois célébration au Cameroun jusqu'au 14 juin sur le thème « Renforcer les sociétés de savoir pour faire face aux enjeux de la décentralisation dans un contexte de Covid-19 ». Au ministère des Arts et de la Culture, l'on s'est contenté. Covid-19 oblige d'une déclaration du ministre Bidong Pat. Notre reporter Barbara Padjama revient sur le message essentiel de cette célébration. Témoins de toute l'histoire, les archives nationales résistent à la rouille du temps. Cet immense instrument conserve chaque année une semaine pour huiler sa machine. Cette année, elle se concentre sur l'archivage de toutes les informations estampillées coronavirus. Si nous ne disposons pas d'une bonne information, si nous n'avons pas collecté tout ce que nous faisons aujourd'hui, il nous sera difficile demain de prendre de bonnes décisions autour de cette pandémie, mais surtout de faire face à des pandémies à venir. Le ministre des Arts et de la Culture a reprécisé les orientations de décentralisation de l'outil national. La mobilisation de l'intelligence artificielle, la conservation numérique et les technologies émergentes vont transformer les collectivités territoriales de notre pays en villes intelligentes. Désormais rangés dans les exigences des nouvelles technologies, les archivistes se réinventent sur le prisme du siècle actuel. Le traitement informationnel en cette période difficile de la Covid-19 contraint aux adaptations et habiletés nouvelles en matière de collecte, de classement, de conservation pérenne, de communication opportune, des décisions et des actions prises qui aideront les générations futures à comprendre l'ampleur de cette pandémie. Pour faire face aux enjeux de la décentralisation et de la lutte contre la pandémie, les archives nationales sollicitent un encadrement juridique et une collaboration de tous les foyers de concentration du patrimoine archivistique. Dans la suite du journal, ce communiqué Radio-Presse qui nous parvient du secrétariat général du ministère de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale informe l'opinion publique. Depuis quelques jours, un faux document est en circulation. Le dit document prétendument signé par ses soins annonce un vaste recrutement dans divers ministères, soit 2000 postes de travail à pourvoir sur sur haute instruction du Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale tient à dénoncer les intentions malveillantes des auteurs de cette supercherie. Il décline toute responsabilité quant à ce pseudo-recrutement qui semble dissimuler une tentative maladroite d'escroquerie. Il invite les jeunes à la vigilance face à cette tentative d'arnaque au dessein inavoué dont les auteurs sont activement recherchés. Un communiqué signé du ministre de la décentralisation, Paul Atangandji. Et dans la suite du journal, les défis du secrétariat permanent du Conseil national de la décentralisation et les retombées du statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est le dernier épisode de notre série sur la décentralisation. Et ce soir, Séverin Legambélé précise que seule la mise en place des conseils régionaux permettra d'avoir la pleine mesure des retombées de ce statut spécial. Séverin. Le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées est adopté au Parlement au mois de décembre 2019. 6 mois après, à tort ou à raison, il y en a qui véhiculent une opinion mettant en doute le contenu et les gains que l'on tire du statut spécial défini pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La véritable perception, l'apport en termes de
statut spécial ne s'appréciera véritablement que lorsque les régions seront mises en place. Qu'est-ce qui fait la spécialité? C'est d'abord les compétences qui ont été attribuées à ces deux régions. C'est ensuite, deuxièmement, le mode d'organisation de ces régions que vous ne trouverez pas dans les autres régions. Le code a prévu, si vous voulez, la procédure d'impeachment. C'est-à-dire que dès lors que les conseillers régionaux ne sont pas satisfaits de la manière de gérer du président du conseil régional, qu'est-ce qu'on fait? On vote une délibération qu'il démet. Vous voyez? C'est donc à tort que de dire qu'il n'y a pas eu un statut spécial. Dans l'attente de la mise en place des conseils régionaux, la décentralisation est appelée à faire des pas. Par souci d'efficacité, le 12 mai dernier, l'action du Conseil de la décentralisation a été renforcée par la nomination d'un nouveau secrétaire permanent, qui a tout de suite pris possession des clés des bureaux situés à Eliguesono, à Yaoundé. Je m'y engage avec beaucoup d'enthousiasme dans l'espoir de donner satisfaction à ma hiérarchie, d'apporter ma modeste pierre à cet édifice. Bien entendu, vous savez que la décentralisation est l'une des politiques publiques majeures de notre pays actuellement et sur laquelle le président de la République compte pour développer notre pays et apporter une plus grande participation des populations et leur permettre de participer davantage aux affaires locales. Les chantiers de la décentralisation sont nombreux. Progressivement, ils sont ouverts pour donner du tonus au développement local. Cette note triste dans le journal, l'artiste Claude Ndam est décédé ce vendredi à l'âge de 65 ans des suites de maladie. L'auteur du tube à succès Ngoya a succombé à un troisième arrêt cardiaque au petit matin ici à Yaoundé. Évocation avec Barbara Padjama. Où va-t-il? Claude, auteur de cette belle note qui n'a pas pris une seule ride après plus de 30 ans. Ce tube à succès, Ngoya, l'a inscrit au musée de la musique camerounaise. Avec sa guitare, son compagnon inséparable, le Ndi à la cour royale Bamoun était surnommé le griot des temps modernes. Sa voix était son deuxième instrument de musique. Avec elle, il donnait du rythme aux poèmes, aux notes et à la langue Bamoun, sa force de frappe musicale. Claude Ndam a aussi honoré sa mère. Dédicace appréciée par un cadet dans la musique. En 10 ans, le chanteur est tombé 3 fois, renversé par une attaque cardiaque. Nous avons essayé de mobiliser une grande quête de fonds qui a pu permettre que nous versions à l'hôpital pratiquement 700 000 francs pour les soins intensifs. Et à un moment donné, son état se dégradait parce qu'on nous disait que l'artère qui alimente le sang dans le cœur se déchire peu à peu. Le troisième coup sera fatal et va suspendre son vol aux côtés de ces jeunes qui l'inspiraient. Quand je l'écoutais, comme par exemple Ongweya, Ongweya, bon choix, Ongweya. Pour moi, il m'a apporté beaucoup dans la musique. L'artiste occupait le front dans la lutte pour les droits d'auteur et droits voisins. Je m'incline sur ce qu'il a fait pendant des années et aujourd'hui nous sommes éprouvés. On va se rapprocher de la famille pour qu'on s'aligne sur le programme pour pouvoir l'accompagner dignement. Claude Ndam part en silence, sans une dernière pour la route qu'il a tracée avec 37 ans de vocalise. Les condoléances du 20h30 à la famille éprouvée. Dans la suite du journal, je signale 2 télégrammes officiels de félicitations du président de la République. Le premier est adressé à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à l'occasion de la célébration ce 12 juin de la fête nationale de la Fédération de Russie. Le second télégramme officiel de félicitations du président de la République est adressé à son Excellence Rodrigo Duterte, président de la République des Philippines, à l'occasion de la célébration par cette République de la fête nationale ce 12 juin 2020.
Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Caroline Ouetté. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Elvis Teke. Très bonne soirée à tous. À demain 20h30. Prenez soin de vous. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.